Donc, de ce fait, le Gabon se serait également appuyé avec l'appui d'experts internationaux, d'éminents juristes, sur le droit international des peuples autochtones. De telle sorte que même si, ok, vous amenez un papier, vous dites que c'est pour la France, mais le droit des peuples autochtones reconnaît la paternité ancestrale des Pongwe, des Benga, des Sekiani et autres. Non, nous nous sommes appuyés uniquement sur 1974. Voilà déjà l'une de nos grandes erreurs. Mais comme je dis, rien n'est joué d'avance, rien n'est joué parce qu'aujourd'hui, si la Cour internationale de justice dit que ça appartient à la Guinée équatoriale et que la Guinée équatoriale aujourd'hui dit ok, c'est pour moi, voilà, le tribunal international a dit, mais concernant une partie des terres de Mongomo, une partie des Bébéines, je ne vous rends pas. Mais donc, dans ce cas, les choses sont claires. Le Gabon n'a pas à se plier à la décision de la Cour internationale de justice. C'est aussi simple que ça. Soit la Guinée équatoriale accepte la totalité de la décision de la Cour internationale de justice et également entre en négociation pour trouver un terrain d'entente concernant les eaux territoriales gabonaises, soit alors on reste au statu quo. Vous ne voulez rien entendre, mais nous aussi on ne veut rien entendre. C'est aussi simple que ça. Donc je ne sais pas pourquoi vous vous excitez dans les réseaux, dans les machins. Oligui a vendu, Oligui ceci, cela. Je ne pense pas qu'Oligui ait vendu quoi que ce soit. Je pense tout simplement qu'il a fait preuve de beaucoup de légèreté. Qu'il a fait confiance à des gens qui se sont présentés comme des savants, comme des gens qui maîtrisaient. Voilà mon point de vue. Vous savez combien de fois je tape sur Oligui, mais je ne vais pas être aussi de mauvaise foi en entrant dans les spéculations. Oh, il a vendu, il a vendu. Non, en tout cas, ceux qui le disent, qui ont leur machin, c'est à leur niveau. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Je pense plutôt qu'ils se sont dit, on a vendu au général Oligui que tout était acquis. Hein, voilà. Et il est parti avec une délégation légère. Et lui-même, pour réhabiliter Marie-Madeleine Boronso, il a mis Marie-Madeleine Boronso en avant. Marie-Madeleine Boronso, donnez-lui tout ce que vous voulez, mais c'est une constitutionnaliste. Elle connaît quoi en droit maritime? Si vous pensez que, si vous voyez qu'il y a des experts, des gens qui se sont spécialisés, qui ne font que telle chose toute leur vie, mais ce n'est pas pour rien. Même si à la base, le droit, moi j'ai fait droit, hein, même si à la base vous faites droit, mais après, vous avez des spécialisations. Ce n'est pas parce que tu es médecin généraliste que tu peux aller opérer quelqu'un de la cataracte. Et ce n'est pas parce que tu es un spécialiste de la cataracte que tu peux aller opérer quelqu'un du cœur. Qu'est-ce que Marie-Madeleine Boronso qu'on a présenté faisait là-bas, elle qui est constitutionnaliste, alors qu'on a un problème de droit maritime, on a un problème de droit frontalier, de litige frontalier, etc., etc. Voilà ce que je reproche à Oligui. Vous qui dites, oh, tu tapes tout le temps sur lui. Voilà ce que je lui reproche. On aurait dû avoir des spécialistes de droit coutumier pour dire que l'Espagne, la France, quel que soit ce qu'ils ont fait historiquement, traditionnellement, empiriquement, ces terres ont toujours appartenu au peuple. Vous savez, il y a quelques années, lorsque Perenco voulait exproprier les peuples des Timboué au nom de l'État gabonais, parce que l'État gabonais lui avait donné la permission par rapport au pétrole qu'ils avaient trouvé. Lorsque je me suis rendu là-bas avec les ONG gabonaises, nous avons dit, Perenco, même si l'État gabonais t'a donné tous les permis, l'ONU reconnaît le droit des peuples autochtones. Ces peuples existaient avant que le colon n'arrive. Ces peuples existaient et étaient là avant même que le Gabon n'existe en tant qu'État. Mbagné, avant que le Gabon n'existe sous la fabrication française, Mbagné était des îles qui étaient la propriété des peuples autochtones. Aujourd'hui, Mpongwe, Sekiani, Benga et autres. Donc vous souvent qui aimez taper, oh vous les activistes, vous aimez taper tout ce qu'Oligui fait. Développez un peu, essayez un peu de développer votre mentalité. Oui, souvent je fais de l'ironie, du sarcasme, je taquine Oligui, je machine. Mais vous pensez que je le fais parce que je suis irréfléchi? Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui nous avons la possibilité justement de conserver cette île par la négociation. Par la négociation. En faisant comprendre à la Guinée équatoriale que bon écoutez, voilà. C'est ça, voilà, ça va être maintenant la force de nos négociants. Et mieux, nous avons la grâce, parce que c'est une grâce, d'avoir que la Guinée équatoriale est en grande partie composée d'ethnies qui sont également dans notre pays, qui sont voisines au peuple gabonais.
Donc, en plus des négociations, on va dire à l'occidental, machin, mais nous devons aussi entamer des négociations à la Bantou. Comme avait commencé de le faire, tenter de le faire Omar Bongo et l'autre qui avait compris que, oui, il pouvait entrer en conflit armé, mais après ça allait nous amener où? Vous pensez que même si la vous qui criera conflit armé, vous pensez que le conflit armé va nous amener où? C'est pas la Russie qui se disait très très fort, là, avec les gros muscles, qui a dit que moi, l'Ukraine, bon, je récupère tel, je t'écrase en 2 jours. On est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui? C'est pas la même Russie, là, qui a menacé, j'ai la bombe nucléaire, je vais. Ils ont fait quoi? Même avec leur bombe nucléaire. Vous savez, les bombes nucléaires, hein, vous ne pouvez rien faire. Tu vas attaquer, tu menaces les Occidentaux de bombes nucléaires, tu penses qu'ils vont te regarder? Pourquoi je le dis? C'est pour dire que, quel que soit, oh, on entre en conflit, ok, il y aura des dizaines de morts, des centaines de morts. Vous-même, Gabonais qui parlez là, quand on va vous faire comme en Ukraine, vous, les hommes, on vous attrape, allez-y au front. Hein? Vous, les soutiens d'Oligui indéfectibles, allez-y porter la tenue, allez-y au front. Les activistes qui sont au Gabon, vous parlez trop comme font les Burkinabés, allez-y au front. Vous allez faire quoi? Ça sera encore vous-même qui allez dire, oh non, stop, arrêtons la guerre, arrêtons. Vous-même. Déjà, nous ne sommes pas nombreux et la Guinée équatoriale non plus n'est pas nombreuse. Mais après, quand il y aura les morts, quand il y aura tout ce que vous dites là, qu'est-ce qui va se passer? Les mêmes hommes politiques vont appeler encore les mêmes puissances occidentales pour venir arbitrer. Et là, à ce moment, qu'est-ce qu'il y aura? Il n'y aura pas négociation? Il y aura forcément négociation. Forcément. Je dis, il y aura forcément négociation. Oh, le Gabon va prendre un machin tel de force. Oh, la Guinée équatoriale va prendre tel de force. Mais au final, qu'est-ce que vous croyez qu'il y aura? Il y aura négociation. Donc, plutôt que de jouer les irréfléchis, les inconscients, je pense que le Gabon gagnerait véritablement cette fois-ci à ne plus avoir une commission politisée, mais plutôt une commission avec des techniciens. Même si vous mettez un politique pour bon, le prestige, d'accord, mais des techniciens. C'est un peu ce que, et ça va peut-être vous faire mal, ce que je vais vous dire. Mais beaucoup parlent, oh Mamboundou, j'ai vu, on a même sorti des vidéos de Mamboundou. Mais vous pensez que Mamboundou était un technicien dans cette délégation? Mamboundou était un politique. Lorsque Ali met Mamboundou en voie pour négociation, mais c'était politique. Mamboundou, c'est un collègue à mon père. C'était un technicien, un ingénieur de PTT, un ingénieur télécom qui a appris avec mon père à Toulouse. Vous avez vu Mamboundou faire du droit. Vous avez vu Mamboundou faire du droit de, je ne sais pas, du droit maritime, du droit... Vous l'avez vu faire ça? Où? Quand? C'était tout simplement politique. Parce qu'il fallait montrer que derrière cette question, toute la nation est là, l'opposition comprise. Mais certains présentent ça, Mamboundou connaissait le dossier. Mais Mamboundou connaissait ce dossier comment, par rapport à qui? Lui qui était technicien. Il s'est imprégné des travaux des techniciens qui ont été sur le terrain et autres, mais sans plus. Et là, je fais la transition, donc c'est pour dire que la suite, là, c'est les négociations. Et qu'il faudrait que le gouvernement gabonais arrête de mentir, arrête de prendre le peuple gabonais pour des gens irréfléchis, parce que ça finit toujours par se retourner contre lui. Forcément. Maintenant, suite à ça, là maintenant vous entendez les Gabonais dire « Ah, maintenant on a perdu Mbagné, le Cameroun va réclamer le Wellington, le Congo va réclamer le G2. » Non mais c'est quand même, ça fait honte d'entendre ce genre de choses. Je dis ça fait honte d'entendre ce genre de choses. Et là encore je dis malheureusement, c'est la faute aux différents gouvernements gabonais. Parce que vous savez, nous sommes un peuple peu éduqué. Nous ne connaissons pas notre histoire. Nous ne faisons que gober ce qu'on nous a donné de l'extérieur. Nous ne connaissons pas l'histoire du Gabon. Parce que beaucoup essaient de nous faire croire que l'histoire du Gabon a commencé en 1960. Ou que l'histoire commence avec Wongo, etc., avec les premiers résistants. Ce n'est pas ça l'histoire du Gabon. L'histoire du Gabon commence depuis les premières traces de vie sur Terre. Où sont les manuels d'histoire? Où sont les documentaires? Où sont les enseignements réalisés, faits par les Gabonais, par les différents gouvernements? Où sont-ils? Il n'y en a pas. Pire encore aujourd'hui, les générations là qui ne lisent plus, qui ne vont plus à la bibliothèque et autres,
les générations androïdes, mais qui ont quand même la possibilité d'avoir le savoir. Ces générations ne se cultivent pas. C'est aujourd'hui que les Gabonais découvrent en réalité, beaucoup là qui parlent, qu'ils découvrent l'affaire de Mbagné. C'est aujourd'hui que beaucoup découvrent, à travers des cartes que les Camerounais ont mis, que le Wellington était au Cameroun, que le Haut-Ogooué était au Congo. Mais quand je vois certaines personnes qui écrivent ça, mais je ris, mais en même temps, je suis en colère. Parce que quand quelqu'un dit, quand un Gabonais dit oui, maintenant les Camerounais vont récupérer le Wellington, mais quand je vois ce genre de personnes, quand je vois ces personnes sortir ce genre de choses, mais c'est parce qu'ils n'ont rien compris, ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ne savent pas que non seulement le Gabon, le Cameroun, tout ça n'existait pas, mais que ce qui est aujourd'hui le Gabon ne formait qu'un... C'était une colonie, la colonie qu'on appelait la colonie, le Congo français, en opposition au Congo belge, qui est aujourd'hui la RDC. Et l'administration, c'est-à-dire que les gens confondent tout. L'affaire de Mbagné et la France, c'était deux puissances coloniales qui se sont échangées des territoires. Mais quand vous regardez l'espace géographique aujourd'hui du Gabon et du Congo, c'était la propriété d'une seule puissance. C'était la propriété de la France. À un moment donné de son histoire, la France a voulu réorganiser ses propriétés, ses colonies. Elle a pris une partie du territoire du Gabon qu'elle a donné à une partie de son territoire, le Congo oriental, je crois, c'est comme ça que ça s'appelait. C'est comme ça que le Haut-Ogooué, la partie du Haut-Ogooué, d'Okonja, toute cette partie, a été inclue dans cette circonscription du Congo. Mais tout ça, c'était la France. Le Congo n'existait pas en tant que pays. J'en viens au Cameroun, je commence par le G2. Et le Congo n'existait pas. Et une partie des terres qui étaient à l'époque dans les découpages coloniaux du Congo oriental étaient greffées au Gabon. Pointe-Noire, par exemple. Voilà pourquoi beaucoup d'anciens, jusqu'à nos parents, et Franck Biziki, vous avez parlé de ça. Beaucoup sont nés, par exemple, à Pointe-Noire, quand Pointe-Noire appartenait au Gabon. Après, c'est repassé au Congo. Est-ce que vous comprenez? Oui, les Bakumba, tout ça. Donc, il faut comprendre une chose. Et la capitale de cet empire occidental français, c'était Brazzaville. Voilà pourquoi tous ceux qui... les premiers intellectuels de l'époque allaient apprendre à Brazzaville. Les Omar Bongo, et tous ces gens-là, c'était Brazzaville, la capitale. Est-ce que vous comprenez? Donc, beaucoup de personnes, on a maintenant des historiens, on a tout et n'importe quoi. Pourtant, vous avez tout, vous avez les archives coloniales qui vous sont là. Je vous ai donné des liens. Mais comme nous sommes un peuple, nous avons un ministère de l'enseignement, on ne sait pas ce qu'il fait. C'est les manuels qui sont pro-homosexualité dont on sait fabriquer, dont on vulgarise. On ne crée pas des manuels qui puissent permettre aux Gabonais de connaître leur histoire. On ne crée pas des films, des documentaires, des dessins animés même, qui puissent permettre aux Gabonais de connaître leur histoire. Et ça fait mal. On ne s'informe pas, on refuse d'aller chercher. Demandez à n'importe quel petit français, n'importe quel petit anglais, russe ou tout ce que vous voulez. Même là, au Sénégal, où j'ai terminé mes études. Au secondaire, parce que j'ai commencé là-bas au secondaire, en troisième ou en seconde, je ne sais plus. Mais ils connaissent leur histoire. Ils connaissent l'histoire de leur royaume. Ils connaissent l'histoire des premiers conflits qu'ils avaient avec les conquérants arabes depuis le 6e siècle. Ils connaissent leur histoire. Les guerriers mandingues et autres, ils connaissent leur histoire. Qui connaît l'histoire du Gabon? On va juste vous dire, oh, Wango est un résistant. Oh, Eman Tol est un résistant. C'est tout. Point barre. Vous ne savez pas quels sont les premiers habitants du Gabon, comment le Gabon a été peuplé. Les premiers, comment la civilisation bantou est rentrée au Gabon. Vous entendez souvent, oh, tel peuple, c'est les premiers habitants du Gabon. Vous ne connaissez rien de tout ça. Et vous vous rappelez, je vous avais dit, il y a 7 ans, j'avais commencé ce documentaire. Avec des linguistes, avec des archéologues, avec des historiens, avec. Et quand il y a eu le conflit avec, vous vous rappelez, à Oussaos, vous vous rappelez que je vous ai mis un extrait du travail que j'avais fait, qui fait actuellement le tour de la toile
où vous entendez le professeur Athos Raktanga, le professeur au docteur Daouda Mungiama, le linguiste, hein, le Richard, le professeur, l'archéologue Ossilici. Richard Ossilici, c'est celui qui a découvert récemment qu'au Gabon, nous avons une espèce de crocodile qui n'existe nulle part au monde, des crocodiles qui vivent toute leur vie dans des grottes, des crocodiles qui deviennent oranges. Mais tout ça, vous, Gabonais, vous n'êtes informés de rien. Nous avons un ministère de la Culture qui ne fait pas son travail. Nous avons un ministère de l'Enseignement qui refuse de faire son travail. Un ministère de la Communication. Les seuls documentaires que le ministère de la Communication, depuis que nous sommes indépendants, sait faire, c'est les documentaires sur les hommes politiques. Ou alors la propagande. Oh, tel homme politique a fait ci, tel homme a fait ça. Et vous vous étonnez qu'aujourd'hui, les Gabonais soient peu instruits. Les Gabonais soient... Ça va dans tous les sens sur la toile. Le Haut-Togo n'a jamais été une propriété de l'État indépendant du Congo. Ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, c'est comme si vous avez le Gabon qui décide de faire un redécoupage électoral, par exemple. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Hein. Le Gabon peut décider que, bon, une partie de la Nyanga va désormais appartenir à l'Angounié. Et une partie de l'Angounié va appartenir à la Nyanga. Mais tout ça, c'est le Gabon. C'est ce que la France avait fait concernant sa colonie qu'elle appelait le Congo français. Qui encore était plus vaste, avec l'Oubangui Chari, l'Oubangui Tchad, etc., etc. Donc ne confondez pas ce qui s'est passé entre la France et l'Espagne, qui a cédé son titre après à la Guinée équatoriale, et là, entre le Haut-Togo et le Congo. Quand vous pensez comme ça, ou si vous le dites, c'est parce que vous ne connaissez pas votre histoire. Et ce fut la même chose pour le Wollentem. Les premiers administrateurs français, rappelons-nous que la France est au Gabon depuis combien? Depuis le XVIIIe siècle. Après qu'ils aient contraint les Portugais à leur céder le territoire que les Portugais ont découvert. Mais ce n'est pas parce qu'on nous dit que le Gabon a été découvert en 1700, 1400 combien, je ne sais plus. Hein? Ce n'est pas parce qu'on nous dit que les Portugais ont découvert le Gabon, du moins l'espace géographique aujourd'hui que nous appelons Gabon à telle période, que c'est là où nous sommes nés, que c'est là où les peuples ont commencé à vivre. 1475, merci. Les peuples qui vivaient dans notre espace aujourd'hui que nous appelons Gabon, mais sont là bien avant 1475, avec leurs propriétés, leurs... Hein? Donc, vous essayez un peu, vous, surtout ceux qui sont là dans tout et n'importe quoi, ce sont les jeunes. Surtout les années 2000. La génération Kobolo et autres, essayez un peu de vous cultiver. Même si aujourd'hui, le gouvernement, les différents gouvernements ne font pas leur travail, mais vous avez la possibilité de vous renseigner à travers les réseaux sociaux. Vous avez la possibilité d'aller, vous avez des archives ceci, des archives cela. Nous avons quand même un minimum de bibliothèque, même si elle est dépassée à l'université. Mais c'est vous qui connaissez les toutologues. Vous connaissez tout et n'importe quoi. La seule chose en réalité que vous connaissez, c'est n'importe quoi. Et vous répandez comme ça des rumeurs folles qui n'ont ni queue ni tête. Sinon, vous sauriez que ces mêmes occidentaux français ont créé la région de Wollentem en 1807. Non, en 1907. C'est en 1907 que le premier gouverneur, que l'un des gouverneurs français, crée la région du Wollentem, la province du Wollentem, en 1907. Mais en 1907, l'Espagne était de l'autre côté, avait déjà la Guinée équatoriale, ce qu'on appelle aujourd'hui la Guinée équatoriale. Ce n'est que pendant Première Guerre mondiale, et même, il y a eu un accord entre l'Allemagne, si je me rappelle bien, l'Allemagne et la France. La France voulait les territoires du Maroc. Ces territoires-là, si je me rappelle bien, c'était des possessions allemandes. Et vous savez, comme le Portugal a fait avec la France, avec l'Espagne, ces puissances occidentales s'échangeaient les pays. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, Madame Bakary. Ces territoires s'échangeaient les pays comme en fait on pouvait s'échanger des cartes. Voilà.
mais sans nous demander notre consentement. D'ailleurs, qu'est-ce que les peuples vivants là savaient de ce qui se passait? Ils voyaient des gens qui arrivaient, ah non, ben c'est notre possession, on vous faisait passer, signer des traités que vous ne lisiez pas, vous mettiez juste une croix, et puis vous leur cédiez vos terres, c'était ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, je crois que, si je me rappelle, pour ne pas dire de bêtises, vous me corrigez si, pour ceux qui savent, la région, tout ce qui est aujourd'hui le Maroc, c'était une possession allemande. Il y a eu un échange entre la puissance coloniale française et la puissance coloniale bien que n'ayant pas beaucoup de terres, mais c'était aussi une puissance coloniale allemande. Ils ont échangé. L'Allemagne a donné le Maroc et autres à la France, et la France leur a cédé la province qu'ils avaient créée, le Wallentem. Ça s'est passé en 1907. Il n'y avait pas de Cameroun qui existait. Le Cameroun n'existait pas. Eh bien, ce qui s'est passé après, c'est que l'Allemagne et la France se sont rentrés en guerre. Première guerre mondiale. Toujours, vous connaissez la conférence de Berlin, qui a alimenté toutes les tensions qui ont débouché sur la Première Guerre mondiale. De cette guerre mondiale, l'Allemagne est sortie vaincue, a été vaincue. Les alliés, les vainqueurs ont dit à l'Allemagne, ont fait payer des compensations à l'Allemagne par rapport au fait que ils leur ont fait rentrer en guerre, ils l'ont fait perdre, etc., etc. C'est comme ça que la France a récupéré la possession qu'elle avait donnée à l'Allemagne, qui est le Wallentem. Est-ce que vous écoutez? La France a récupéré toute la province du Wallentem qu'elle avait donnée à l'autre puissance colonisatrice, l'Allemagne. On parle là, nous sommes en 1915, je crois. Et ensuite, naturellement, vous connaissez la suite. L'Empire français, création de l'Afrique équatoriale française, l'Afrique occidentale française, etc., etc. Jusqu'à les pseudo-indépendances de 1960. 1960, le Gabon reçoit le titre foncier. Le Wallentem n'existait pas, c'était un territoire du sud-est du Cameroun, du nord du Gabon. Mais Kevin et Sono, c'est ce que je suis en train de dire. Tu n'écoutes pas, on dirait. Le Wallentem existait avant 1907. Je te renvoie au manuel. Va regarder les manuels d'histoire. La région du Wallentem était une région qui était intégrante du Gabon. Dans le Gabon, dans le Congo français, qui regroupait le Gabon et le Congo. Et qui allait même plus loin, qui englobait une grande partie de ce qui est aujourd'hui le Cameroun et du Tchad et de la Centrafrique, l'Ubangui-Chari. Je te renvoie, va sur le site, va sur les archives nationales françaises, tout est là. Tout est là. Avant que vous n'appreniez que ça appartenait au Cameroun, non, c'est une propriété de la France. C'est la France qui échange ce territoire avec avec l'Allemagne, en compensation du Maroc, en échange du Maroc. Et c'est quand l'Allemagne a perdu, l'Allemagne a été soumise a été condamnée à réparer les puissances occidentales par rapport au fait, je parle du conflit entre l'Allemagne et la France. Je ne comprends pas alors. Où est le rapport? Oui, il y a eu un conflit dans le Wallentem parce que l'Allemagne considérait que c'était sa terre. Et comme ils étaient en guerre, les deux puissances s'affrontaient partout où elles étaient, dans le monde entier. Et notamment, l'un des endroits où le conflit a été très fort, ça a été à Minzik, à Mimbang plus précisément, où j'ai été, où il y a une stèle. Voilà le conflit que nous avons eu, notamment au cours de la Première Guerre mondiale. Non, Mimbang, je crois que c'est la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas que je mélange. Hein? Donc, l'Allemagne, au sortir de la Première Guerre mondiale, a été condamnée par toutes les puissances occidentales à rembourser, à dédommager les vainqueurs. D'ailleurs, c'est ça qui va faire en sorte que l'industrie allemande sera à la ramasse, et c'est ça qui va créer aussi les rancœurs d'un caporal allemand qui était dans l'armée allemande, dans l'armée du Kaiser. Ce caporal s'appelait un certain Adolf Hitler. C'est de l'histoire, on n'invente rien, la famille. Il faut se cultiver, il faut aller chercher. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Allemagne est condamnée à rembourser, à dédommager ses puissances. La France, en guise de dédommagement, a récupéré la province du Wallentem. C'est comme ça que le Wallentem est revenu à nouveau dans le giron du Gabon. Les amis, on n'invente rien. Hein? Les réseaux sociaux, c'est pas... Non. Je parle, si ce que je dis est faux, allez-y.
Parce que ce qui est bien, c'est que les Blancs, quand ils viennent, ils venaient, ils nous volaient. Même quand ils allaient dans les villages voler, ils notaient. Tout ce qu'ils faisaient, tout est là. Je vous dis, allez-y au ministère de la Marine, même sur le site web du ministère de la Marine. Allez-y sur le ministère des Outre-mer. C'est là-bas où vous avez tout. C'est là-bas où vous avez tout. Mimbang, la Première Guerre mondiale. Donc c'est bien ça. Et c'est là où il y a eu cet affrontement entre les Allemands, parce que beaucoup de Gabonais ne comprennent pas, mais pourquoi il y a eu ce conflit entre les Allemands et les Français au Gabon? Mais tout simplement parce que les Allemands occupaient déjà toute le Wellington, puisque c'était leur propriété. Mais la France, comme c'était la guerre, ben, ils se sont affrontés, et puis voilà. D'ailleurs, est-ce que vous savez que la route nationale du Wellington, tout ça, c'est pas l'État gabonais qui l'a faite? Est-ce que beaucoup d'entre vous, est-ce que vous le savez? Cette route a été financée par l'Allemagne, plus tard, dans les années modernes. C'est l'Allemagne qui a financé toute la route là que vous voyez, le Wellington. C'est pas le Gabon ni la France, c'est l'Allemagne. Voilà pourquoi le Wellington, contrairement à beaucoup d'autres provinces, a eu très tôt la route, a eu très tôt le goudron, et de façon impeccable. Bref, c'était une parenthèse. Donc, dire aujourd'hui, quand je vois des Gabonais qui disent « Ah, le Cameroun va venir réclamer ses terres », mais non. Le Cameroun, lorsqu'il a accédé à l'indépendance, n'a jamais reçu le Wellington comme étant sa propriété. Jamais. Le Cameroun indépendant, en 1960, n'a jamais eu le Wellington comme étant, à un moment donné de son histoire, sa propriété. Donc même les Camerounais, quand vous entendez les Camerounais dire que le Wellington c'était pour nous, on va récupérer. C'est-à-dire que même ceux-là ne connaissent même pas leur propre histoire. Ils ne connaissent pas leur propre histoire. Et c'est là, encore une fois, vous me direz que je suis trop. J'en veux aux autorités gabonaises. Nous ne pouvons pas être un pays immensément riche, mais cette richesse sert à tout et à rien du tout. Nous ne pouvons pas être un pays où nous refusons d'éduquer. Dans les années 60, le Gabon était au même niveau avec la Corée du Sud. La Corée du Sud était un pays martyrisé, un pays qui a été martyrisé par le Japon, un pays qui a été martyrisé par la Chine. Lorsqu'il y a eu à la fin de la Seconde Guerre mondiale que les Occidentaux ont déversé un peu, ils ont maximisé sur l'enseignement. Ils ont maximisé sur l'enseignement. Aujourd'hui, la Corée du Sud est où? C'est parmi les nations les plus avancées, parmi les nations en termes d'innovation les plus prolifiques. Mais nous sommes où? Toujours au même niveau. Nous sommes très forts dans le vol. Comment voler au trésor public? Comment voler sans être attrapé? Comment voler en incluant les autres? Comment voler en faisant ci? Voilà ce dans quoi nous sommes forts. Les politiques, toujours. On va partir, on va tout faire, on revient toujours au point central, la politique. Vous savez, aujourd'hui, si je peux vous parler de ça avec beaucoup d'aisance, c'est parce que je suis d'abord un passionné d'histoire. Oui, c'est l'une de mes passions. Je regarde, quand j'ai du temps de libre, quand je ne travaille pas, 80% du temps que je fais, que j'ai, c'est de regarder des documentaires d'histoire, des documentaires de tout genre, mais surtout d'histoire. C'est l'une de mes grandes passions. Et même au bac, en histoire géo, j'ai eu l'une des moyennes les plus élevées. Voilà pourquoi il y a 7 ans, il y a à peu près 7 ans, j'ai entrepris de réaliser un documentaire d'histoire sur l'histoire du Gabon, depuis la préhistoire, donc c'est-à-dire les premiers hommes, les Homo sapiens, habilis, les Homo erectus et autres. Oui, parce que nous avons eu ça ici au Gabon. J'ai parcouru le tour du Gabon, j'ai fait le tour du Gabon avec des experts, des archéologues. Savoir quelle était la migration. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas, vous entendez, oui, nous sommes Bantous, mais est-ce que vous connaissez l'histoire des Bantous? On dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais est-ce que vous savez comment la civilisation noire s'est diffusée à travers l'Afrique et à travers le monde entier? Est-ce que vous le savez? Il y a 7 ans, j'ai entrepris de commencer ça. Parce que comme vous savez, depuis des années, je réalise des documentaires pour tout, pour les chaînes internationales. Mais au Gabon, rien du tout. Oui, et il y a 7 ans, un certain même M. Rosatanga m'avait orienté auprès de certains scientifiques. C'est comme ça que vous avez pu tous voir. Cet extrait-là, que je me suis dit quand il y a eu le problème avec les Haoussa, j'ai dit bon, je vais un peu
mettre ça pour que les Gabonais voient. Mais je vais vous dire, vous serez surpris de vous rendre compte que nous avons grandi avec des choses souvent qui sont fausses, complètement fausses. Vous voulez que je vous donne un exemple? Dans la migration des peuples, quand j'ai fait ce documentaire, je vous donne un exemple pour que vous compreniez. J'ai par exemple beaucoup d'amis du FAN, du Wolentem et tout, et vous verrez par exemple que nos frères vont dire « Ah, c'est la seule province où il n'y a qu'une seule ethnie. » Ah non, nous sommes la seule province. Je ne dis pas, écoutez, c'est pas de la xénophobie, c'est pas de machin, c'est un exemple que je vous dis, que je vous donne pour vous dire que nous avons grandi au Gabon avec souvent des contre-vérités. Ah non, c'est la seule ethnie dans le Wolentem. Et puis une fois dans un forum et tout, avec d'autres, je disais, mais c'est faux ce que vous dites. Il n'y a pas qu'une seule ethnie au Wolentem. Et la personne me dit, comment ça, machin? Je dis, mes frères, tu connais comment le Gabon a été peuplé? Quels sont les habitants que le peuple Fan a trouvés dans le Wolentem? La personne était bloquée. J'ai démontré à la personne que les premiers habitants du Wolentem, c'était les Sekiani. C'était les Pongouais, les Sekiani, tout ça. Bref. Quand le peuple Fan arrive dans le Wolentem, les Akélé, les peuples, c'est le même groupe. Quand ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez les Pygmées. Est-ce qu'aujourd'hui où je parle, vous n'avez pas les Pygmées à Mivoul, une partie à Medouneux, etc. Mais les Pygmées aujourd'hui, est-ce que même vous savez que même chez ce peuple autochtone, les Pygmées, là aussi vous avez des différentes ethnies, on va dire, chez les Pygmées. Mais vous en avez qui sont sédentarisés dans tout le Wolentem, à Medouneux. Bon, selon vous, s'ils vivent là à Mivoul, dites-moi si c'est faux ce que je dis, s'il n'y a pas les Pygmées qui vivent depuis que vous êtes nés à Mivoul ou à Medouneux, à Minkébé. Donc logiquement, si vous reconnaissez qu'ils sont là même avant l'arrivée des Fans, comment peut-on dire par exemple qu'il n'y a qu'une seule ethnie dans le Wolentem? Donc vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faudrait que nous apprenions au peuple gabonais, qu'on connaisse notre véritable histoire. Comment les Bantous sont partis de la région du lac Tchad, une partie est remontée vers l'Égypte, une partie est redescendue vers l'Afrique, une partie est rentrée au Gabon par le nord, le Goué-Vindo, le Wolentem, une partie est partie dans la région des Grands Lacs avant de revenir vers le Gabon. Comment une autre partie qui est allée vers le sud, vers l'Afrique du Sud, est remontée. Les migrations du peuple Luango, donc les Pounou, les Guissir, les Lumbu, comment ils sont remontés. Ils sont partis du Luango pour remonter au Gabon. Comment le peuple Fan, qui ne revient pas d'Égypte, mais qui revient de la basse Égypte. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les premiers Égyptiens, les premières pyramides, c'est dans la région du Soudan, du Sud-Soudan. C'est pas en Égypte que vous voyez aujourd'hui, c'est la région du Sud-Soudan et autres. Et c'est de cette région, de cette basse Égypte, où aujourd'hui il est admis que le peuple Fan, dont le peuple Fan revient. Mais ça, il faudrait que nous puissions enseigner ça aux Gabonais. Et il faudrait que les Gabonais eux-mêmes puissent montrer au Gabon notre histoire. Et c'est ce travail que j'avais entrepris il y a quelques années. Et c'est comme ça que vous comprendriez comment les Haoussa sont arrivés au Gabon. Parce que les Haoussa étaient un peuple de commerçants, un peuple nomade, qui se déplaçait avec leurs biens, qui commerçaient avec les différents peuples. Ils s'installaient un moment, vendre, machin, et ils repartaient. Voilà pourquoi même la question des Haoussa, vous savez, même les peuples, même les colonisateurs, considéraient les peuples Haoussa comme des peuples venant de l'Afrique occidentale. Vous comprenez? Voilà pourquoi, lorsqu'il y a eu l'indépendance, parce que beaucoup encore, on vous raconte des histoires en vous disant que oui, tous les peuples qui étaient au Gabon, quand il y a eu l'indépendance, sont devenus gabonais. C'est faux, c'est pas vrai. Voilà encore une fausseté que vous voyez quand vous sort dans les réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir que sous la colonisation, il y avait nos grands-parents ou même nos pères et nos mères étaient des citoyens français, premièrement, étaient des indigènes, des citoyens français, mais de l'Afrique
occidentale française, de l'Afrique équatoriale française, de l'Afrique, etc. Donc, c'est-à-dire que ceux qui venaient du Bénin, qui vivaient au Gabon, les colonisateurs, dans leurs papiers, savaient, disaient que c'était des Français au Gabon, ou du moins des Français de l'Afrique occidentale, mais vivant par exemple en Afrique équatoriale. Oui, les amis, c'est l'histoire, hein? C'est l'histoire. Et certains, après, plus tard, sont restés, ont décidé de, voilà pourquoi vous en avez qui, après, quand on prend l'indépendance, ce problème a demeuré jusqu'à Léomba, jusqu'à Omar Bongo. Parce que bien que certains, depuis les 1800, faisaient des allers-retours entre l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale, ils n'étaient pas considérés comme des citoyens à part entière gabonais. Voilà pourquoi lorsque nous accédons à notre indépendance, il y a le problème finalement de ceux qui se sont sédentarisés, qui sont restés, les Haoussa. Mais bon, bref, ce n'est pas l'objet du live. Quand le documentaire sera terminé avec tous les spécialistes, vous comprendrez. Maintenant, aujourd'hui, si on décide, comme je vois Olivier avec beaucoup de légèreté, de dire que c'est des peuples gabonais, parce que je l'ai entendu dire, mais avec beaucoup de légèreté, et c'est dangereux. On ne décide pas comme ça d'intégrer des peuples dans une nation à la légère comme ça, parce que ça va impliquer beaucoup de choses, beaucoup de changements. Culturellement, ce n'est pas les mêmes cultures, donc ça veut dire qu'il faudra adapter beaucoup de choses. Il faudra même adapter la loi. Est-ce que vous le savez? Il faudra même réadapter nos textes de loi. Bref, ce n'est pas l'objet du live. C'est juste pour vous dire que notre grand problème, c'est le manque de culture. Notre grand problème, c'est le Congo-ça. Notre grand problème, c'est les gens qui prennent les réseaux sociaux pour les likes, pour les lives ou pour se faire de l'argent. Parce que dès qu'il y a un sujet sensible ou un sujet qui amène du monde, allez, il faut qu'on parle pour s'attirer du monde. C'est notre grand problème. C'est notre grand problème. Et il y a aussi quelque chose une pensée que j'aimerais vous faire partager. Beaucoup de personnes ignorent que le problème de Mbagné entre la Guinée équatoriale et le Gabon, c'est le pétrole, premièrement. Mais vous savez, c'est marrant. Même si aujourd'hui on nous dit, ok, le pétrole c'est pour le Gabon, on va faire quoi de ce pétrole? Le pétrole sera gabonais. Récemment, dans nos eaux territoriales, à Mayumba, on a une compagnie qui a trouvé des gisements de pétrole et autres et autres. Nous n'avons que 9% dans ce pétrole. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien du tout. Donc là, même pour le pétrole de Mbagné, qu'est-ce qu'on va en faire? Ce pétrole va nous appartenir? Ce pétrole appartiendra à la compagnie qui va la faire, soit la France, soit l'Angleterre, soit les États-Unis, et les 18%, ceux qui gèrent aujourd'hui les 18% des bongos. Mais vous vous battez, mais vous ne voyez même pas tout ça. Même si aujourd'hui, oh le pétrole, on bannit ce pétrole. Mais ce pétrole ne vous appartient. Qui vous a dit que le pétrole appartient aux Gabonais? On aura peut-être 5%. Parce que les super personnes, les super politiques de nos pays qui signent des contrats au nom du Gabon, signent des choses qui ne sont pas au nom du Gabon. Voilà encore une réalité. Mais mieux, j'ai encore appris autre chose. Ah, vraiment, vous savez, s'il y a des gens qui sont dans le pétrole, là, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, avec les techniques pétrolières, vous pouvez vous trouver, je donne un exemple, hein, vous pouvez vous trouver à Libreville et forer un gisement de pétrole qui se trouve par exemple à Kango. Est-ce que vous le savez? À travers des forages obliques. Voilà quelque chose que j'ai appris lorsque, de toutes les années où, là au Gabon, où j'investiguais dans le pétrole, j'ai appris qu'il y a des compagnies pétrolières qui volent les autres compagnies pétrolières en faisant des forages en déviation. Merci, merci. En faisant des forages en déviation. C'est-à-dire que leur permis en surface est bien géolocalisé, mais ces compagnies font des forages en déviation. Donc, c'est-à-dire que ton territoire, c'est là, c'est ici, mais au lieu de forer sur ton permis, eh bien, tu vas forer en oblique, tu vas aller voler. Hein? En oblique ou en dérivation, tu vas aller prendre. Qu'est-ce qui empêche le Gabon, depuis le large des côtes du lycée Léomba, de faire un forage et de forer le fameux gisement de pétrole qui est en Mbagné et autres? Donc la famille,
En fait, c'est le manque de connaissances. La Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissances. C'est le manque de connaissances qui fait en sorte que beaucoup de personnes, vous êtes là, vous vous excitez. Hein? C'est le manque de connaissances. Quand vous voyez là les Obiangema, les machins, mais Obiangema, vous-même, vous avez entendu ce qu'on nous attribue, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qu'on nous attribue, où il reconnaît que oui, on a toujours dit que c'est un Gabonais, mais jamais de son vivant, il ne va céder un bout du territoire à la Guinée, quoi. Mais c'est un politicien. Vous pensez qu'il va dire, là où il est, à l'horizon de sa vie, vous pensez qu'il va dire à son peuple que oui, bon écoutez, on a perdu nos terres, hein, et surtout politiquement, Mongomo c'est chez lui. Mais essayez un peu d'imaginer Omar Bongo, toujours président de la République, et puis Omar Bongo perd une partie de Haut-Togo, et notamment Bongoville. Essayez un peu d'imaginer. Hein? Essayez un peu d'imaginer. Vous comprenez que politiquement, ce n'est pas possible, c'est un désastre. C'est-à-dire que le peuple peut même lui dire, mais c'est toi qui nous as amenés là-bas à la cour avec ton histoire de Mbagné. Voilà qu'aujourd'hui on perd une partie de Mongomo. Voilà qu'on perd aujourd'hui une partie des Bibiyennes. Mais forcément, devant son peuple, il va montrer les muscles en disant, je ne donnerai rien au Gabon. Mais ça, c'est la politique. Voilà pourquoi nous devons rester derrière et mettre la pression au Lydie pour que cette fois-ci, ce ne soit plus des politiciens qu'on envoie, mais non seulement, comme je vous ai dit, des spécialistes du droit maritime, des spécialistes du droit des peuples autochtones. Oui. Des spécialistes des litiges frontaliers et autres. Et ça m'amuse encore quand je vois beaucoup qui disent « Ah, machin, Mbagné, c'est dans nos terres, c'est dans nos eaux territoriales. » Mais vous êtes devenus des spécialistes du droit de la mer. Quand vous-même vous prenez votre téléphone là, mais allez-y regarder un peu où se trouve Malabo. Allez-y regarder où se trouve Malabo. Malabo, c'est comme Libreville à Pointe-Denis. Malabo est à 15 minutes du Cameroun. Si on réfléchit, on pense comme les Gabonais. Malabo est dans les eaux territoriales camerounaises, mais pourtant vous voyez bien que Malabo n'est pas camerounais. Malabo est équato-guinéen. Donc si vous vous basez sur « Ah, le droit maritime dit le droit... » Mais il y a des exceptions. Le droit maritime dit en général « Ok, voilà, voilà, voilà. » Mais à côté du droit maritime, il y a le droit des peuples autochtones. Pourquoi vous, Gabonais, combien de Gabonais pendant des années vous dites « Oh non, Sao Tomé appartient au Gabon ?» Je crois que beaucoup d'entre vous avez déjà entendu ça. « Oh non, Sao Tomé, c'est pour le Gabon. » Quelqu'un d'entre vous a déjà vu Sao Tomé. Vous savez comment est Sao Tomé? Moi, j'ai été à Sao Tomé. J'ai réalisé une série documentaire à Sao Tomé il y a... C'était en 2016 ou 2017, le 1er mai 2016. Je me rappelle parce que pendant que les gens travaillaient au Gabon, faisaient la fête du 1er mai, moi j'étais à l'hôtel Savannah, je crois, à Sao Tomé. Mais allez-y voir Sao Tomé. Mais Sao Tomé, c'est un regroupement de plusieurs îles qui ne sont pas loin du Gabon. Sao Tomé, vous êtes à 15 minutes d'avion quasiment de Sao Tomé. Le temps que vous mettez pour aller à Port-Gentil, c'est quasiment le même temps que vous mettez pour aller à Sao Tomé. Est-ce que vous le savez? Mais est-ce que Sao Tomé appartient au Gabon? Non. Donc tous les savants là que nous avons subitement depuis 24-48 heures arrêtez de répandre le feu et la zizanie dans tout le pays. Arrêtez. Et à vous les hommes politiques, et je termine vraiment par ce dossier-là et j'enchaîne concernant la corruption des juges gabonais. À vous les politiques, arrêtez d'utiliser d'instrumentaliser le peuple. Arrêtez de mentir au peuple gabonais. Vous mentez au peuple gabonais et vous voulez qu'on fasse preuve de patriotisme. Non, hein? Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je vous dis, hein, le patriotisme, c'est pas « Oh, il faut suivre le chef de l'État. » Non, c'est pas ça le patriotisme. Attention, si c'est ça qu'on vous a enseigné à l'école, c'est faux. Hein? Le patriotisme, c'est poser tout acte légal en faveur de la nation. Et tout, quand je dis bien tout acte légal, ça ne veut pas dire « Oh, tu vas envahir ton voisin parce que le président a décidé et puis c'est ça preuve de patriotisme. » Non, 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 non. Hein. Le banditisme, vous n'allez pas faire passer le banditisme des uns et des autres comme du patriotisme. Sinon, je vous invite, l'histoire d'Hitler, l'histoire de Napoléon, c'était quoi? C'était des chefs d'État qui décidaient un jour que bon, moi je veux agrandir mes frontières. Hein? Napoléon a envahi tous ses voisins jusqu'à la Russie, avant que le froid ne le tape.
Donc, si on se remettait aussi à cette époque, on allait trouver normal que, voilà, Napoléon se lève et puis il va envahir les pays voisins. Oh non, il faut être patriotique, patriote et se mettre derrière. Non, les amis, ça ne se passe pas comme ça. Nous devons avoir des dirigeants. Nous devons avoir des dirigeants qui doivent faire les choses selon l'intérêt de la nation, mais dans la légalité. Tu vas provoquer quelqu'un et puis tu me dis, oh, patriotisme. Non, mon ami, tu fais ton patriotisme seul. Hitler a fait ce désordre. Oh non, voilà, je vais faire ci, le peuple, suivez-moi, suivez-moi. Comment ça finit? Le peuple qui a suivi Hitler par patriotisme s'est retrouvé malmené. Le pays s'est retrouvé séparé pendant plus de 50 ans. Donc, arrêtez de faire croire que parce qu'on est à la tête d'un État, celui qui est à la tête peut faire tout et n'importe quoi et puis on doit le suivre, c'est le patriotisme. Ce n'est pas le patriotisme, c'est faux. Ou alors c'est que vous ne connaissez pas quelle est la définition du patriotisme. Voilà pourquoi je dis au général Oligui, vous voulez que toute la nation, que nous mettions de côté tout ce qu'on vous reproche dans la politique. Oui, parce que c'est notre pays. Mais donc dans ce cas, faites les choses comme elles doivent être. N'utilisez pas des crises comme ça internationales pour réhabiliter vos gens, les Mboranso, les ceci, cela. On n'en a pas besoin. Mettez en place de véritables commissions avec les experts qu'il faut et rendez des comptes au peuple gabonais. Parce que c'est ça aussi votre problème. Le secret, la culture du secret. C'est-à-dire que même ceux qui n'aiment pas, qui n'aiment même pas dans le fond un secret, vous en faites des secrets d'État. Mais enfin. Et c'est ce qui me permet d'arriver justement à l'opacité concernant l'affaire Perenco encore une fois. En octobre dernier, un vent de révolte a soufflé sur une zone pétrolière située à l'ouest du Gabon. Les habitants n'en peuvent plus de subir les épandages de pétrole provoqués selon eux par l'entreprise Perenco. Notre observateur est producteur de films, il a réalisé un documentaire sur leur situation. Les gens sortent d'ici, mais on ne fait rien pour les gens d'ici. Nous voulons que Perenco qui nous donne les moyens pour manger. Et nos enfants sont en train de chômer. Et nous-mêmes, c'est nous qui sommes sinistrés. Bonjour, je m'appelle Bernard Pétion-Ricoula. Je suis entrepreneur, membre de la société civile. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est celui de la pollution en hydrocarbures dans une région de mon pays, le Gabon, qui est la région de Tingo. C'est de la pollution pure, regardez. Regardez vous-même. Oui, c'est du pétrole brut là. Regardez. Cette pollution se caractérise par la destruction de la mangrove. Vous avez des couches et des couches de brut qui se sont superposées. Vous avez également cette pollution qui se matérialise par la mort de centaines d'espèces d'animaux, de poissons, de crevettes, de crabes. Regardez, vous voyez le sabot là, d'antilope? Oui, regardez. Il y en a un ici, un autre là. Ils viennent régulièrement s'abreuver ici, mais malheureusement, c'est contaminé. Donc, ceux qui pratiquent, ils vivent essentiellement de la pêche, mais lorsqu'il y a par exemple des marées, ils se retrouvent avec des filets complètement remplis de poissons morts et englués de pétrole. Ou alors, vous avez des forêts entières, des rivières qui sont polluées, vous avez des arbres entiers qui meurent, qui sont totalement desséchés. Quasiment tous les mois dans la région, il y a une pollution. La pollution, le lot. Ils sont dans des villages qui sont proches de zones où la présence de H2S, donc de structures d'hydrogène, est fortement, mais alors là, fortement concentrée. Pour vous dire, j'ai été dans certains de ces villages, mais je vous assure que nous n'avions pas passé plus de 30 minutes à cet endroit. Nous avions de la nausée, des maux de tête. C'est bien du pétrole. Hein? Et derrière, voilà, c'est Perenco. Le principal pollueur dans cette région est la société Perenco. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ces puits de pétrole sont exploités pour certains depuis 80 ans, 70 ans, 80 ans. Donc, je présume qu'il y a un gros problème
de maintenance, parce qu'il y a quand même des têtes de pétrole que j'ai vues qui, n'étant pas expert quand même, mais que j'ai vues qui fuitaient de partout, de partout. Et ces populations, après plusieurs années de pollution récurrente, en ont eu marre. Elles en ont eu marre de voir que leurs plaintes sont restées lettres mortes auprès des autorités locales, des autorités compétentes, et auprès de Perenco, qui est le principal responsable. Donc elles en ont eu marre et elles ont décidé de se regrouper en collectif, de créer des espèces d'observatoires dans chaque village et de filmer elles-mêmes ces différentes pollutions. Nous avons contacté le groupe franco-britannique Perenco pour en savoir plus sur ces cas de pollution. Il n'a pas donné suite à nos sollicitations. Combien de fois, vous, Gabonais, vous m'avez vu, je suis venu devant vous? Oh, voilà ce que Perenco fait. Voilà. Combien de fois j'ai mis ma vie en danger? Je suis allé sur le terrain, j'ai été arrêté, j'ai montré aux Gabonais. Pendant des années, je vous ai dit, les Perenco là, ils s'en foutent des Gabonais. Ils sont là pour se faire leur argent au détriment du peuple, au détriment de la nation. Ça m'a valu l'exil. Me voilà 1 an après le coup d'État. Je décide, ok, de saisir la perche, de venir, etc. Toute la suite, vous connaissez, dialogue, etc. Pendant que je suis au dialogue, explosion à la plateforme de Perenco. Vous-même, vous avez vu, j'étais au Gabon, pour qu'on ne dise pas que je parle caché. J'étais au Gabon quand ça s'est passé. Vous m'avez vu faire un coup de gueule concernant nos autorités. Hein? Pourtant, j'avais rencontré déjà Oligui, hein? Mais ça ne m'a pas empêché de dénoncer le mutisme des autorités gabonaises. Ça ne m'a pas empêché de dénoncer le silence radio des autorités du ministère de la Communication, des chaînes de télévision nationales. Rappelez-vous, cette sauvage de Laetitia Ngalibika a eu même le culot de me manquer de respect, de m'insulter devant des témoins là-bas au dialogue même. J'ai même dû m'expliquer face au chef du service de renseignement parce qu'Oligui lui avait demandé de savoir qu'est-ce qui s'était passé, etc. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple gabonais, vous avez vu comment on a voulu enterrer à la va-vite des Gabonais. Vous vous rappelez comment c'était vraiment l'omerta totale. Et on nous a dit, ah oui, il y aura des enquêtes, il y aura. Vous vous rappelez? Il y a eu un procureur qui a eu l'audace de faire son travail, qui a eu l'audace de dire que là, les bongos ne sont plus là, je fais mon travail. Si vous, dirigeants, vous êtes responsables, je vous mets en prison conformément à la loi. Vous vous rappelez l'affaire de ce juge, comment il s'appelait? Je crois que c'est un juge, son nom c'était Aperano quelque chose, un procureur. Vous vous rappelez comment, à la suite des enquêtes menées sur le terrain avec les militaires, il en a conclu à la responsabilité directe des dirigeants de Perenco, qu'il a mis en garde à vue. Et bien là, qu'est-ce qui a été? Oui, affecté à Chimanga et autres, des saisies de l'affaire. Ben, mes frères, vous savez, souvent je vous dis, hein, quand vous m'entendez parler au général Oligui, je dis que quand j'étais au Gabon, vous, Gabonais, vous avez vu de quoi j'étais capable. J'ai mené des enquêtes, j'ai fait rentrer des journalistes, malgré tous les services de renseignement, je les ai fait rentrer de façon discrète, parce que dans la société civile, la vraie, on nous apprend beaucoup de choses que vous n'imaginez même pas. Comment communiquer, comment se fondre dans la nature et autres. Vous avez vu comment j'ai été recherché pendant 1 mois, malgré leur service de renseignement. C'est quand j'étais en France qu'ils ont appris que, il est en France. De la même manière, lorsque j'ai rencontré le général Oligui, je lui ai présenté, je lui ai donné une partie du dossier, réalisé ici, avec toute une pléthore d'avocats qui siègent à la Cour pénale internationale, qui siègent ici à Paris. Je vous ai raconté l'histoire. Le général Oligui, là où je parle, il a ce dossier. C'était pour dire au général Oligui que hier, les Bongos faisaient du pétrole leur propriété. C'était un secteur opaque, un secteur où, voilà, c'était l'omerta. Mais j'ai commencé avec d'autres à enquêter. Les Gabonais ont vu. Lui-même, il a vu. Je ne vais plus rentrer dans les détails. Quand il y a eu l'explosion à la plateforme Bekuna, quand il y a eu 6 morts, plusieurs compatriotes, dont un Français qui est décédé, j'ai continué, j'ai enquêté. J'ai travaillé avec des Américains. J'ai travaillé avec des Anglais, donc des cabinets américains, des cabinets anglais,
des ONG anglaises d'environnement avec la France, nous avons enquêté. Nous avons eu accès à beaucoup de documents. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et dans ces documents, au final, hier, le journal Le Monde, vous connaissez le journal Le Monde, nous avons publié cette enquête qui fait ressortir la corruption des magistrats gabonais. Comment des magistrats gabonais ont reçu des pots de vin. L'entrave à la justice de Périnco. Comment des gens ont été soudoyés. Comment des familles on a voulu enterrer en violation de toutes les règles des droits de l'homme. Comment on a voulu enterrer des compatriotes. Comme vraiment du bétail. Vous-même, vous avez vu. Nous avons longuement enquêté. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut vous retracer ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu explosion. Et ce qui fait encore mal dans tout ça, c'est que 24, 48 heures avant, tous les signes avant-coureurs étaient là. Les employés, les techniciens gabonais ont prévenu la direction de Périnco que voilà les risques, voilà, il faut arrêter ci, il faut arrêter ça. Périnco n'a rien voulu savoir. Depuis la France, ils ont donné des directives, faisant fi de toutes les règles de sécurité. Écoutez ce que je vous dis, hein. Et si Périnco portait plainte, vous avez vu, non? C'est dans le journal Le Monde, non? Vous avez vu comment le 16 américain, comment tout a été rédigé. Et je vais vous dire une chose, mes frères. En France, on ne rédige, on ne publie jamais, je dis bien jamais, des enquêtes ou des choses concernant des grands groupes pétroliers qui peuvent se payer des centaines d'avocats avec leurs milliards à la légère, sans que ça ne passe au service juridique et autres. Depuis que vous me voyez faire les films, que ça passe sur France 2, France 24, les compléments d'enquête, tout ça, est-ce que vous avez entendu une seule fois Périnco porter plainte que oh, diffamation, ceci, cela? Hier, je vous dis hier, le journal Le Monde a publié le rapport. Les vidéos ont commencé à sortir. Les familles de victimes ont été marginalisées. On leur a donné au début quelques miettes d'enterrement en leur faisant miroiter que oui, vous allez recevoir, vous allez être indemnisé. Entre-temps, l'État gabonais a déjà reçu plus de 300 000 euros. Mais des miettes, des broutilles. Donc, nous avons réalisé cette enquête. Je vous invite, j'ai mis un lien sur l'annonce de ce live, j'ai mis un lien pour que vous tous Gabonais, vous puissiez télécharger l'enquête en PDF, mais c'est grave et dégueulasse. Je vais vous montrer quelques extraits. Et là, vous qui aimez dire que oh, j'aime attaquer Oligui, machin, mais les frères, là nous ne sommes plus sous Ali Bongo. Non, euros, 300 000 euros, hein, c'est pas millions d'euros, 300 000 euros que l'État gabonais a reçu pour je ne sais plus quelle, en compensation de quelle pollution, je ne sais plus trop quoi. Là, vous n'allez pas me dire que nous sommes encore sous Sylvia, sous la Young-Team. Là, nous sommes bien sous le règne du général Oligui, qui, à cause des intérêts français, des intérêts occidentaux, est obligé de se plier. Le peuple gabonais passe en second. Le lien est... Attendez. Attendez, je vous montre. J'invite tous les Gabonais, allez-y sur ma page. J'ai mis le lien en téléchargement de tout le rapport. Voilà, c'est là. Vous voyez cette publication-là? Vous voyez cette publication? Sur cette publication, le lien est là en haut. Sur ma page. Le lien est libre, est là en haut, en téléchargement. On va vous expliquer. Tout est détaillé. Et cette enquête ne regroupe pas que le Gabon, parce qu'on a longuement enquêté sur le Gabon, mais on a aussi enquêté sur les mêmes pratiques de Périnco en RDC et même sur le continent américain. Voilà. Et nos avocats sont prêts. Nos avocats sont prêts. On vous détaille aussi comment Périnco fonctionne, comment elle se fait passer pour une entreprise. En fait, on vous détaille tous les procédés de Périnco. Parce que je vais vous dire une chose. Beaucoup d'informations que nous avons viennent des gens de Périnco eux-mêmes parce qu'ils sont fatigués de ce qui se passe. Fatigués. Et aujourd'hui, le général Oligui est en train de reculer face à la puissance, à la force financière de Périnco et de la France. Voilà la réalité. Et même les militaires, je vais vous dire, même les militaires n'en peuvent plus. Je vous fais voir juste une petite vidéo.
sont mortes sur une plateforme pétrolière au large des côtes du Gabon. Bon, vous allez remarquer que celui qui parle a un accent anglophone. C'est comme je vous ai dit, c'est des Américains avec qui je travaillais, donc là ils ont fait une version française avec un anglophone. Donc, je vous montre. Allez-y, c'est sur ma page. Hein. Je vous montre là, c'est un petit extrait de 3 minutes. Mars 2024, 6 personnes sont mortes sur une plateforme pétrolière au large des côtes du Gabon lors de la catastrophe pétrolière la plus meurtrière jamais survenue en Afrique. Que s'est-il passé ensuite? Intimidation des témoins, dissimulation, corruption. La plateforme offshore de Bekouna est détenue et exploitée par le groupe Perenco, l'une des plus grandes compagnies pétrolières et gazières privées au monde, qui est sous le contrôle d'une des familles les plus riches de France, les Pérodo. Spécialisée dans les champs pétroliers vieillissants, Perenco tire ses bénéfices de l'extraction des dernières gouttes de gisements pétroliers. La dernière enquête de EIA, étalée par des dizaines d'heures d'entretiens avec les lanceurs d'alerte et des entretiens sous couverture, révèle que cette catastrophe mortelle aurait pu être évitée et que la course au profit menée par le groupe Perenco a joué un rôle clé dans les causes de l'accident. Moins de 2 semaines avant la catastrophe, plusieurs travailleurs de la plateforme avaient fait part de leurs préoccupations grandissantes vis-à-vis de la sécurité suite à de nombreuses remontées de pétrole que la direction du groupe Perenco a apparemment choisi d'ignorer. Plusieurs employés qui ont parlé aux enquêteurs d'EIA ont allégué que le groupe Perenco a fait obstruction à l'enquête, notamment en retenant des preuves, en faisant pression sur un témoin et en soudoyant un procureur. Plus d'1 an après l'accident mortel, le groupe Perenco n'a toujours pas indemnisé les familles de victimes au Gabon. Ce n'est pas la première fois que le groupe Perenco est la cible d'accusations. Cela fait des décennies que le modèle low cost de l'entreprise serait à l'origine des pollutions, de déforestation, des violations du droit du travail et des droits humains dans le monde entier. Les enquêteurs de EIA ont découvert que les impacts allégués de l'entreprise tout autour du monde s'expliquent par les décisions prises par les cadres supérieurs du groupe qui tirent les ficelles des opérations depuis Londres et Paris où se trouve le siège fantôme du groupe Perenco. C'est des témoignages, les voix sont camouflées. Hein. Mais les crises sont mal gérées. C'est mal géré. Alors que les dirigeants de l'entreprise gèrent leur empire extractif à huis clos à des milliers de kilomètres, les victimes des activités du groupe Perenco attendent toujours que justice leur soit rendue. Donc, je vous disais que c'est un extrait. Allez-y à la fin de mon live sur ma page Facebook. Vous avez le lien, vous avez tout le rapport détaillé. Voilà pourquoi, mes frères, je vous dis qu'il y a membres de la société civile et membres de la société civile. J'aurais pu, lorsque je suis rentré, lorsque le général Oligui et moi on s'est rencontrés, lorsqu'il m'a envoyé au dialogue, j'aurais pu faire comme les autres. J'aurais pu aller à la mangeoire. J'aurais pu me taire. Quand j'ai vu tous les mensonges qu'on a attribués au dialogue, j'aurais pu me taire. Mais je n'aurais pas été en paix avec ma conscience. Je n'aurais pas été en paix avec moi-même. Parce que si j'ai été en exil, c'était justement à cause de la mauvaise gouvernance. Vous-même regardez aujourd'hui tous ces activistes-là, qui étaient de notre côté avant, aujourd'hui qui sont avec le pouvoir, qui n'osent même plus parler. Regardez vous-même ceux qui sont devenus, ils ne sont devenus que l'ombre d'eux-mêmes. Donc, je dis toujours au général Oligui, et je vous avais vu, je vous ai montré des vidéos faites des gens qui ont été torturés au Gabon. Étant au Gabon, j'ai montré des vidéos des assassinats des forces de défense et de sécurité. Et j'ai toujours dit que lorsque je suis sur un dossier, je le mène jusqu'au bout. Si au Gabon, j'arrivais à faire tout ce que je faisais, imaginez un peu ici, en Occident. Ici en Occident, où il y a des ONG qui payent des avocats, où il y a ici tout type, les Greenpeace, imaginez un peu. Quand je dis à ce pouvoir-là,
que beaucoup d'hommes, beaucoup parmi eux là, sont des prisonniers en sursis. Parce que la justice internationale a des preuves, des tortures qui se passent au Gabon. Vous-même, je vous ai montré quelques extraits, vous avez vu. La justice internationale, si vous ne le savez pas, les actes de torture, quand on vous prend, on vous amène au B2 là, on vous fait avouer des choses en vous tapant, etc. Est-ce que vous savez que ces actes de torture sont jugeables par tous les pays au monde et notamment les pays occidentaux? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont maltraité, torturé des Gabonais et qui ont même le malheur d'avoir la double nationalité, si toutes les preuves sont réunies, les témoignages, etc., comme j'ai fait, comme nous avons fait, ces personnes rendront des comptes à la justice internationale. Je peux vous dire avec certitude, d'ailleurs j'ai même vu une de ses sœurs, qu'il y a beaucoup d'assassinats au Gabon, qu'il y a eu beaucoup d'assassinats, qu'il y a eu des gens qui ont été torturés sous les ordres des Bongo, sous les ordres des frères des Bongo, etc., etc. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Voilà pourquoi je vous dis, vous savez, de formation, je suis dans l'audiovisuel. Et on ne dit rien quand on n'a pas de preuves. Parce qu'à tout moment, on peut dire, mais Rekoula, vous avez dit ça, allez, je vous porte plainte, diffamation. Voilà. Donc, monsieur Oligui, vous savez ce qui se passe. La corruption qu'il y a dans ce dossier avec Perenco, les magistrats, les procureurs qui ont été soudoyés. Si vous voyez le journal Le Monde et tout le reste affirme cela, ne vous dites pas que nous avons des preuves irréfutables. Mais c'est ça le patriotisme. Aujourd'hui, on crie « Oh, Mbagné, Mbagné », mais aujourd'hui, le Gabon est en train d'être vendu à des entreprises qui sont en train d'intoxiquer le peuple gabonais. Les gens meurent de maladies soudaines, on dit « Oh, c'est le vampire », non, alors que la personne a un cancer. On amène à l'hôpital, on fait tous les examens, on ne voit rien, mais c'est normal. Il y a des maladies qui ne peuvent être décelées que si vous avez certains appareils. Il y a des cancers qui ne peuvent être décelés que si vous avez certains réactifs et autres. Mais si nous, au Gabon, nous n'avons rien, mais nous continuons à avoir des gens qui s'intoxiquent aux pesticides, qui s'intoxiquent à l'uranium dans les Mwanda, les cours d'eau. Vous savez qu'à Mounana, là où il y avait la mine d'uranium, qui est devenue un lac, les rivières avoisinantes où les femmes trempent leur manioc, trempent les tubercules pour faire le manioc, c'est de l'eau irradiée, de l'eau contaminée à l'uranium. Est-ce que vous le savez? Les Français sont venus, ont fait des documentaires, ont amené les compteurs GGA, ils ont dit mais c'est pas possible. On doit décontaminer, on doit. Mais le Gabon s'en fout. À Omboué, là, dans toute la région des Timboué, est-ce que vous savez que l'eau que les gens consomment, là, c'est de l'eau qui est contaminée? Et ce qui est triste, c'est que le cancer, vous vous contaminez, c'est dans 30 ans que ça se déclenche. Mais dans 30 ans, il n'y aura plus les Perenco. Dans 30 ans, quand les cancers seront là à grande échelle, mais qui sera là à gérer ça? Ça sera vous les ressortissants de ces localités, ça sera vous, État gabonais. Quand la CNAM-GS sera débordée parce qu'il faudra payer les millions, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Voilà pourquoi, par exemple, ici en Europe, ils sont à cheval sur les conditions d'hygiène, des entreprises, des ceci, à cheval, parce qu'ils ont compris très tôt que réduire le risque, on a le Liboga, même Liboga, on a perdu ça, réduire le risque de contamination à ci, de cancer à ça, mais c'est le pays qui fait des économies, notamment la sécurité sociale. Donc voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, concernant l'île Mbagné, concernant les grosses bêtises que vous entendez sur le Wellington. Oh, le Wellington va repartir au Cameroun, bêtise. Oh, le Haut-Ogooué, le Congo va réclamer le Haut-Ogooué, bêtise. Bêtise, totalement bêtise, même si il est vrai, et ça l'État gabonais ne vous l'a jamais dit, mais demandez aux militaires, si vous avez des parents militaires, oui, que le Congo, il n'y a pas longtemps encore, a envahi des villages gabonais. Oui. Dans Livindo, là-bas, et même dans le sud, vers Moulengi-Bidza. Le Congo est arrivé il y a quelques années, a enlevé le drapeau gabonais et a mis le drapeau congolais. Oui, ce sont des vérités, ça on ne vous l'a jamais dit. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait un conflit entre Sassou et qui vous savez, et Ali. Mabanda. Oui, j'ai été à Mabanda. Voilà. Donc mes frères, oui, je tape sur Oligui, oui. Mais il faut aussi être juste. Cette affaire a commencé avant Oligui, oui, c'est vrai. Mais pour moi, la responsabilité qu'il a dans ça,
c'est la dernière équipe qui l'a validé. Pour moi, c'est ça sa responsabilité. Il aurait dû faire preuve de beaucoup plus de professionnalisme et moins de légèreté. Parce que les « oh, je maîtrise », les « oh, non », voilà où ça nous a amené. Premièrement. Et là encore, où... j'ai oublié ce que je voulais dire. La fatigue, la vieillesse. Donc, peut-être ça me reviendra. Voilà ce que j'avais à dire. Oui, je suis un patriote. Oui, j'espère au plus profond de moi que les îles Mbagné, quand bien même, hein, le Gabon n'a jamais investi sur ça. Si au moins nous avions même investi sur ça. Bon, après, vous me direz aussi que c'est des cailloux, hein, c'est des bouts de machin. Bon. Oui, pour moi, j'estime que Mbagné, on va dire historiquement, à cause des peuples qui ont habité la côte, oui, ce sont nos propriétés. Maintenant, nos dirigeants ont accepté d'aller dans les tribunaux occidentaux. Ce que je voulais dire aussi, oui, vous qui dites que je tape sur Oligui, maintenant que ça me revient, oh, Oligui n'est pour rien, oh, Oligui... Mais si le Gabon avait gagné là, c'est vous qui aurez dit, ah, c'est grâce à Oligui, c'est grâce à ceci, c'est lui qui a envoyé tel, etc. Hein? Voilà les réalités. Si le Gabon avait la CIG, avait le tribunal international, tout ça, la Cour internationale de justice avait dit que, oui, voilà, Mbagné appartient au Gabon. Vous n'êtes pas sûr que du jour au lendemain, les réseaux sociaux, la télévision gabonaise allaient attribuer cette victoire à Oligui? Donc, il faut aussi accepter qu'on vous critique. Il faut aussi accepter et arrêter de dire que parce qu'on vous critique, nous sommes des rageux, nous sommes des haineux. Non, la famille, il faut arrêter. Allez, j'en ai fini. Merci de m'avoir suivi. Je vais pouvoir manger un peu. Parce que j'avais une séance de travail à 18 h, ça finit là à 22 h. Vraiment désolé. Et on va se terminer en musique. Donc voilà, affaire Périnco. Les juges corrompus, les procureurs corrompus et autres, ne vous en faites pas. Vous rendrez des comptes auprès de la justice. La vraie. Vous rendrez des comptes. Vous là qui êtes souvent dans les délégations présidentielles qui venaient en Europe là, hein, apprenez une chose. Même à Krombessi qui avait le passeport diplomatique, face à des preuves de corruption et autres, même à Krombessi avec son passeport diplomatique a été arrêté et mis en garde à vue. Donc vous qui continuez de corrompre, d'accepter la corruption pétrolière, vous là, qui continuez de pratiquer la torture, les menaces, et qui souvent est dans les délégations présidentielles en Europe, un jour, si ce n'est pas le matin, ce sera le soir. Un jour, vous accompagnerez Oligui, machin. Lui, on ne va peut-être pas l'arrêter comme ça, machin. Mais un jour, vous, les membres des délégations, vous viendrez, oh, passeport diplomatique, avion présidentiel. On va seulement vous bloquer une fois. Une fois. Et là, à ce moment, vous vous rappellerez que, ah, oh, mon grand frère Cyril, bonsoir. Vous vous rappellerez là que, ah, le petit Récoula là nous avait prévenu. Parce que depuis, je ne fais que vous envoyer les ballons d'essai. Vous ne faites que voir là, hein, les travaux faits avec les ONG, que ce soit les Américains, les Anglais. Voilà. Le général Oligui a récupéré la flotte présidentielle. Vous ne le savez pas. Je vous le dis. Les avions présidentiels qui appartenaient au Gabon. Qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce que c'est rentré dans le patrimoine gabonais? S'il a vendu ces avions, avec l'autorisation de qui il a vendu, ce n'était pas la propriété de la présidence de la République, mais du peuple gabonais. Les avions présidentiels, notamment le Boeing 777 qu'Ali avait fait modifier, où il y avait des chambres, des machins. Ce Boeing 777 était d'abord là à Paris, ensuite il était à Toulouse. Est-ce qu'il est toujours à Toulouse? Je ne sais pas. Les jets privés qui étaient en Suisse. Bonsoir, grand frère. Je te suis, hein, je te vois de loin. Là. Hein? Les jets privés. Si le général Oligui a récupéré ça, mais vous savez, c'est comme je dis, s'il a récupéré au nom du Gabon, est-ce qu'aujourd'hui, la direction du patrimoine peut nous montrer des documents montrant que tout ceci est bien au Gabon? Parce que, si c'est confirmé,
que certains ont été vendus, qu'on a racheté tous les nouveaux, là, les avions que vous avez vus, là. C'est du recel et c'est du détournement. Parce que le général Oligui n'avait pas le pouvoir de le faire. Est-ce que ces ventes ont été validées par l'Assemblée nationale et autres? C'est ça la bonne gouvernance, mes frères. C'est ça la bonne gouvernance. Il faudrait qu'on arrête de diriger nos nations comme des républiques bananières où du jour au lendemain, ce qui appartient au Gabon, on considère que ça appartient à une personne, une famille. C'est comme ça que Pascaline Bongo pouvait envoyer les avions, l'avion national, les Air Gabon et autres, aller prendre des glaces. Des glaces. Qu'on faisait partir un avion entier, soit pour des gâteaux d'anniversaire ou pour des glaces. Il faut que ça s'arrête. Il faut que tous ces hommes politiques qui sont jusqu'à présent autour du général Oligui puissent restituer, les puits pétroliers puissent restituer tout ce qu'ils ont. Mais je vous dis que dans le pétrole, ce que j'ai découvert, c'est horrible. Beaucoup d'hommes politiques que vous voyez là avaient des puits de pétrole. Beaucoup. Donc vous, quand vous criez, oh, machin, mais ils s'en foutent de nous. Regardez aujourd'hui ce que nous vivons. Dans les années avant 80 et autres, qui avait les bourses pour aller aux États-Unis, au Canada? Ce n'étaient pas les enfants des Bongo, les enfants des ministres. Même pour la France. Et le petit peuple, les pauvres, c'était les Sénégal, les Côte d'Ivoire, les Burkina, les Mali. Mais quand vous voyez que leurs enfants ont fait toutes leurs études dans les Harvard, dans les Columbia, hein, dans les Georgetown, dans toutes ces grandes universités américaines et anglaises, quand ils terminent et qu'ils viennent au Gabon avec un diplôme de finance à Harvard, toi, ton fils vient avec un diplôme qu'il a eu en finance au Sénégal ou au Burkina Faso. C'est encore leurs enfants qui viennent, qui remplacent leurs parents. Et nous ne sommes contentés qu'à soit faire de la lèche, des lèche-bottes, soit nous contenter à prendre, à être leur larbin dans la politique. Voilà ce qui se passe. Émile Ndoumba était ministre des Finances. Son fils qui a été à Harvard, voilà, qui n'a jamais appris au Gabon, dès qu'il arrive, allez, ministre des Finances. Et ça continue comme ça, ça continue comme ça, ça continue comme ça. Et vous dites après qu'on vous montre ça qu'on est des aigris. Non! Voilà pourquoi très tôt, j'ai décidé, moi, d'être dans l'entrepreneuriat. Et je gagnais bien ma vie. Quand je me faisais mes 5 ou mes 10 millions par mois, je n'enviais pas le fils de ministre ou de tel. Je n'enviais pas. Non seulement aussi parce qu'avec beaucoup, j'ai appris avec eux. Et non seulement je leur faisais ça dur, je les bastillais au primaire et autres. Hein? Non seulement ça, mais en plus, adulte, je ne me vois pas mal être leur larbin. Vous savez, je vous raconte une petite anecdote. Mon père était donc électrotechnicien. Il a fait PTT en France, à Toulouse, dans les années 60. Il avait un collègue qui s'appelait André-Pierre Mambundu. C'est André, hein? Oui, je crois André-Pierre. Un certain Pierre Mambundu. Il avait un autre collègue qui s'appelait Soit Thomas. C'était les collègues de mon père. Après leurs études, le boulot, tout ça, quand ils décident de rentrer en France, un certain Soit Thomas, qui était neveu d'un certain Albert Bernard Bongo, sans jamais avoir exercé au Gabon, dès qu'il est rentré, il s'est retrouvé directeur adjoint des PTT. À l'époque, c'était des PTT, avant que ça ne devienne l'OPT. Et mon père, qui était son collègue, était technicien. C'est mon père, pour la petite histoire, qui a été le premier Gabonais à diriger et à être chef d'antenne de l'antenne de Kolingom, là, que vous voyez au PK6. C'est mon père. Et l'antenne du PK6, c'est cette antenne-là qui reçoit le signal de radio-télévision Gabon, RTG, tout ça, et qui diffuse ça dans tout le pays à travers des antennes relais. C'est lui, notamment, mon père, qui avait en charge d'installer ces antennes relais dans tout le pays. Et je puis vous dire qu'à cause de ça, du fait que, oui, au PK7, à Kolingom, je puis vous dire qu'à cause du fait que les Mambundu, tout ça et autres, c'était des techniciens chevronnés, et que soit Thomas n'avait jamais tenu un tournevis de sa vie au Gabon, et bien à cause de ça, le courant n'est jamais plus passé entre eux.
Je peux même vous raconter une anecdote, comment Mamboundou est un peu tombé dans la politique au Sénacom par rapport aux appels. Vous saviez qu'à l'époque, lorsqu'on voulait appeler l'international, on appelait un opérateur et c'est cet opérateur qui. Bref, il y a eu un incident qui s'est passé entre Mamboundou et ça a été le premier contact entre Mamboundou et Omar Bongo Ondimba. Et ça, je dis bien ça, je vous le raconte parce que mon père, les Mamboundou et autres, eux-mêmes me l'ont raconté. Voilà. Bref, je vous sortais cette anecdote pour vous raconter un peu la mauvaise gouvernance. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Et malheureusement, même sous Oligui, ça continue. Même si sous Oligui, ça continue. Vous-même, regardez. Nous avons demandé à Oligui de juger les Bongos. On n'a pas dit de torturer, on n'a pas dit de... On a dit, tu les juges par rapport aux crimes. Vous avez tous les crimes des Bongos, jugez-les. Il faut qu'ils fassent la prison. Il faut qu'ils payent pour leurs crimes. Les Bongos sont partis aujourd'hui. On nous dit d'abord pour des raisons médicales, et aujourd'hui on nous dit clairement à travers l'Union qu'ils sont partis en exil, c'est fini. Bon, si on sort pour crier sur Oligui, vous allez dire quoi? Qu'on est haineux contre Oligui? N'est-ce pas la vérité ce que je dis? Est-ce qu'on a demandé les Frédéric Bongo, les machins, ils sont là. Est-ce que c'est ce que nous avons demandé? Les gens sont montés, ils ont crié, oh non, vous supportez Opianga, machin, etc. J'ai dit à certains, mais quand Oligui a pris le pouvoir, nous avons dit à Oligui, mais on ne veut pas entendre parler de Opianga. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit? Qu'il fait avec ce qu'il veut, machin, etc. Et après, on nous présente Opianga comme un criminel, enfin. Est-ce que tous les Omariens, les Michel, les Songhé, tous ces gens-là, le peuple gabonais à Port-Gentil a dit à Oligui, on ne veut pas voir de ces gens. Oligui a répondu quoi? Le général Oligui a répondu quoi? Donc ne nous en voulez pas si aujourd'hui, moi personnellement, je ne crois plus en lui. Ne nous en voulez pas si, après l'entretien que j'ai eu avec lui pendant plus d'une heure, comment il a fait preuve de sincérité et comment après, il n'a pas respecté ce qu'il a dit. Dans le changement, je n'ai jamais dit qu'Oligui devait changer le pays en un claquement de doigts. Nous n'avons jamais dit ça, mais nous voulons au moins voir. Si de peur de tous ces anciens, nous avons dit d'accord, mais qu'il les mette de côté. S'il veut garder tous ces anciens, il les met à côté de lui, mais il ne les met pas au premier rang. Je fais ce que je veux, vous suivez, machin. Est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, j'ai longuement discuté avec quelqu'un proche de lui, Et la personne, non, mais vous tapez sur Oligui. Je dis non, mes frères. Personne ne déteste Oligui. Ni Princesse de Souba, ni Jonas Moulinda, ni moi. Personne ne déteste Oligui. Mais nous voulons tout simplement qu'il soit juste. Nous voulons qu'il soit juste. Quand vous voyez aujourd'hui, regardez les actions des parfaits qui aujourd'hui nous menacent. Regardez le petit Libanais là qui vient, qui nous insulte, qui fait ci et d'autres encouragent. Qui vient, qui insulte des magistrats, qui insulte des avocats. Vous avez entendu qu'ils ont été arrêtés, qu'ils ont été... Mais vous pensez que véritablement c'est comme ça qu'ils vont diriger le pays? Beaucoup de personnes nous disent, oh, rentrez au Gabon, venez parler au Gabon. Mais vous nous dites ça pourquoi? Vous nous dites, venez parler au Gabon, rentrez au Gabon, parce que vous savez que dès qu'on va parler, ça sera comme mon frère Alain Gauthier. Dès que tu parles, avec liberté et que tu parles de sujets, machin, mais tout de suite on te met au gnouf. Donc quand vous nous demandez rentrer au pays, c'est pour ça, c'est pour que dès qu'on ouvre la bouche, on soit en prison. Quand on prend le cas d'Alain Gauthier a fait quoi? Il a dit quoi? Plus de 200, 300 taxis peuvent rentrer au Gabon depuis le Cameroun sans que les autorités gabonaises ne soient informées. 200, 300 taxis peuvent avoir l'immatriculation gabonaise sans que la douane et les administrations ne soient mouillées, ne soient trompées. Qu'est-ce qu'Alain Gauthier a dit de mal qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ils ont voulu l'emprisonner? Et c'est comme ça que vous nous dites rentrer au Gabon, rentrer parler, rentrer développer le pays. Vous avez vu cette Gabonaise qui est rentrée au pays là, même pas quelques jours, qui a été molestée avec ses enfants parce qu'il fallait qu'elle donne 2000 aux policiers et autres. Mais vous vous rappelez que je suis rentré, j'étais au Gabon il y a 1 an. Vous vous rappelez que ma propre mère, j'ai donné 3 millions pour réparer sa voiture, une voiture que je lui avais offerte. 3 millions pour remettre tout en état. À un garagiste, vous-même vous avez vu, j'étais au Gabon, j'ai filmé. Non, comme ils sont forts, il a sorti son téléphone, il a appelé. Mais aujourd'hui où je parle, ma mère n'a toujours pas ce véhicule. Les 3 millions sont toujours dans l'eau. Et on s'est battu pour la justice, il n'y a toujours rien. Vous nous demandez de rentrer, mais on continue le combat.
Est-ce que vous savez que l'affaire Gabon 24, les 300 millions qu'ils me doivent, est-ce que vous savez que lorsque je suis revenu, des membres des services de renseignement m'ont dit « Oh, écoute, voilà, en fait, ils ont utilisé ça comme monnaie d'échange. » Mais je leur ai dit « Mais vous perdez votre temps. Parce que cette affaire va être jugée ici en France. » Oui. Cette affaire-là, de ce que Gabon 24 me doit, ça va être jugé ici en France. Donc, ça ne sert à rien de me faire du chantage en disant « Oh, arrête de parler de tel, on va te donner cet argent. » Ça ne sert à rien, la famille. Parce que cet argent, ce procès va se tenir ici. L'autre est sorti de prison, non? Ike Ngoni. Ike Ngoni a la nationalité française, non? Une plainte l'attend. Laure Bigour, la française, l'ancienne directrice de Gabon 24, c'est une française, non? Plainte l'attend. Moi-même, je suis français. Ah, voilà pourquoi je vous dis, si ce n'est pas le matin, ça sera le soir. J'ai remporté le procès au Gabon. La justice gabonaise a reconnu que je n'ai pas diffamé, que tout ce que j'ai dit est vrai. J'ai apporté les preuves. Le greffe de commerce, maintenant, vous avez fait une rupture de nos contrats en violation, une rupture abusive. Je réclame mon dû. Plutôt que de vous dire, ok, on a fait mal. Bon, écoute, tu réclames 300 millions, on ne peut pas tout te donner, mais voilà ce qu'on peut te donner. Non, vous me faites du chantage avec mon propre argent. Et vous avez vu quelle tête de mule têtu que je suis. Vous me faites du chantage avec mon propre argent. Jusqu'aujourd'hui, même quand je suis allé au Gabon, le dossier, on ne sait pas où est le dossier. Au greffe de commerce et autres. On ne sait pas où est le dossier. C'est à moi que vous voulez faire du chantage au général Oligui et tous ces gens. Mais je dis, mais vous êtes nombreux là, vous arrivez en France, vous allez voir seulement que, ah monsieur, vous ne pouvez pas repartir au Gabon parce que vous avez une affaire en cours vous concernant, etc. etc. Attendez, parole de Rekula. Ike Ngoni. Je dis bien Ike Ngoni. Ike Ngoni, je t'ai appelé combien de fois? Tu es sorti de prison, maintenant tu vas expliquer mon affaire là. Laure Bigot, c'est une Française, non? Elle va expliquer mon affaire. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la justice française est habilitée à traiter des affaires juridiques, judiciaires touchant les Français, quel que soit là où ils sont dans le monde où ça s'est passé. Quel que soit. C'est comme les Américains. Vous touchez un Américain, quel que soit où ça s'est passé dans le monde, vous avez le FBI aux trousses. Donc mes amis, vous là, Gabon 24, vous là, service de renseignement qui m'avez fait du chantage, et rassurez-vous, j'ai pris toutes mes dispositions. Si ce n'est pas le matin, ça sera le soir. Oui. Donc voilà pourquoi je vous ai dit. Attendez. Les dommages et intérêts. Les dommages, parce que là, je vous ai réclamé que mon argent, mon dû, qui me devait être donné sur 2-3 ans à travers 3 émissions et la production de plus de... Je devais produire à l'époque toutes ces émissions, je devais produire plus de 300 numéros d'émissions. Vous avez pris mes produits, vous les avez diffusés dans votre télé. Vous ne m'avez pas payé, ou du moins la totalité. Donc ne vous en faites pas. En plus de ce que vous me devez, des 300 millions que je vous réclame, je demanderai des dommages et intérêts. Oui. Quand on me menaçait au téléphone en me disant « Oui, voilà, arrête de parler, arrête d'attaquer le chef de l'État, Perenco va te payer ton argent. » Oh, c'est Gabon 24 qui me doit, vous, membre des services de renseignement, vous me demandez d'arrêter, et puis c'est Perenco qui va me payer. Vous me parlez de quoi, là? En tout cas. Donc la famille, voilà ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir suivi. Allez-y sur ma page, téléchargez le rapport. Mettez la pression pour que le général Oligui, madame lui m'a dit de regarder. Le général, mettons la pression pour que, enfin, le général Oligui s'appuie sur le peuple et non sur les réseaux mafieux, parce que ce sont ces réseaux mafieux qui poussent à la faute. Hein? Lorsque vous avez des gens qui nous menacent sur les réseaux sociaux, ils ne savent pas que si réellement parmi nous, il y en avait qui voulaient fuir le Gabon, avoir les papiers en exil, mais quand vous venez vous menacer, mais là vous leur donnez, la personne va aller, elle dit, mais regardez, je ne peux plus repartir dans mon pays, on me promet si on me promet ça. Hein? Quand vous voyez les gens comme le parfait, etc., etc., vous ne savez même pas que c'est vous-même qui donnez la force à certains Gabonais qui demandent l'exil, c'est vous-même. Donc, en tout cas, le général Oligui continue à protéger les grandes compagnies pétrolières, les DG des Perenco et autres. La justice est en train de recueillir
des éléments. Et même si les gens pensent que, ah, justice, justice, c'est la même justice là qui a mis en sorte que Sarkozy soit en prison et des bracelets électroniques. La même justice, hein. La même justice qui a fait que tous ceux qui gravitent autour de certains présidents aillent en prison. Donc, voilà. Donc, merci la famille et on se dit à demain.